Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première semaine du Tour de France. On va revenir un petit peu sur les points marquants, que ce soit du côté du parcours, que ce soit également du côté des coureurs. On va revenir un petit peu sur voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, du côté des coureurs, les notions en fait à tirer de cette première semaine de course, s'il y a des choses à tirer de cette première semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans cette première semaine, si vous avez pris du plaisir à la regarder. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Puis si vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez soutenir mon travail, eh bien, dès que vous voyez une miniature avec ma trombine, dès que vous voyez une notification, eh bien n'hésitez pas à cliquer dessus. Avant de commencer tout de suite par la vidéo de débrief de cette première semaine du Tour de France, je vous en avais parlé, on allait parler des Jeux Olympiques dans cette vidéo, avec la sélection de l'équipe de France qui est sortie de la part de Thomas Voeckler. 4 coureurs, on rappelle, dont un qui devra faire à la fois la course en ligne et le contre-la-montre. Du côté de la sélection française, Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas et donc Kevin Vauquelin qui fera à la fois la course en ligne et le contre-la-montre. Pour moi, c'est une sélection sans surprise de la part de Thomas Voeckler. Je vous avais dit, je crois dès le mois de janvier ou en février, que bon, Laporte, Madouas, aujourd'hui sur des courses de 250 km, ils étaient quasiment assurés d'avoir leur sélection. Julien Alaphilippe, j'en avais pas parlé en janvier, mais c'est vrai qu'à partir du mois de mai, vu le Tour d'Italie qu'il a fait, en plus derrière il regagne sur le Tour de Slovaquie, donc c'est sûr qu'il s'est montré quand même très visible auprès du sélectionneur. Et Kevin Vauquelin, là aussi il y a eu des résultats. Flèche Wallonne, il fait deuxième. Derrière, il fait vice-champion de France du chrono. Il fait victoire sur la deuxième étape du Tour de France, sur un parcours qui est quand même, je dirais, dans le final, c'est quand même assez intéressant sur un circuit en ville de voir comment il s'est débrouillé. Et en plus, sur le chrono du Tour de France, bon, il fait un super chrono. Pour moi, il n'y a pas de grosse surprise. C'est une sélection qui est restreinte, donc forcément, il y a des déçus. Mais on le savait dès le départ. Il y aurait 4 coureurs, au mieux, par sélection. Donc forcément, c'était compliqué. Il n'y a pas vraiment de coureurs. Je dirais que pour moi, il y a 2 leaders. Ça me semble Alaphilippe, Christophe Laporte. Kevin Vauquelin, je pense, aura un statut d'équipier. Valentin Madouas aussi. Je pense dans cette sélection. Pour moi, il y a Christophe Laporte en cas de sprint. Vous avez Julien Alaphilippe s'il arrive à faire la différence avant. Donc on verra comment ça se passera avec un Valentin Madouas qui pour moi sera l'équipier de cette formation. Pour moi, cette sélection, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on a des coureurs qui ont l'expérience sur ce kilométrage-là, que ça soit Laporte, Julien Alaphilippe, Madouas, moins Vauquelin, il faut bien le dire, mais les 3 premiers ont de l'expérience dans ce kilométrage-là, que Kevin Vauquelin a montré qu'aujourd'hui, dans les contre-la-montre World Tour, c'est le meilleur. Je vous avais dit, de toute manière, il n'y avait que 2 choix. Soit c'était Kevin Vauquelin, soit c'était Armirail. Pour moi, sur ce fameux poste, Vauquelin a quand même montré des choses où, certes, le podium, on n'ira pas le chercher, mais alors un top 10, c'est jouable avec Kevin Vauquelin. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Oui, Cosnefroy, qui est la non-qualification de Cosnefroy et de coureur de décathlon, on va dire, dans cette formation. Pour moi, la Pera, c'était pas assurance tout risque sur un parcours de ce type-là. On a vu en plus que là, sa première semaine du Tour de France était quand même moins bonne que celle de Vauquelin. Il faut le dire que ça a joué, je pense, du côté de Thomas Voeckler. Je pense aussi que du côté d'un Godon, certes il avait le kilométrage dans les jambes, mais là aussi un petit peu plus discret sur ce mois de juin, mois de juillet. Et Cosnefroy, pour moi c'était une erreur de ne pas se montrer au moins
sur une grande course World Tour, quoi. Pour moi, déjà, il y a une première erreur Cosnefroy, c'est de tout miser sur les jeux. Tout miser sur les jeux, c'est quand même une prise de risque, hein. Quand tu savais dès le départ qu'il y avait 4 coureurs par sélection. C'était quand même une énorme prise de risque de tout miser sa saison sur les jeux. Enfin, une partie de sa saison sur les jeux. Et après, bah, il paye le fait de ne pas être sur le Tour de France. Voilà. Il paye le fait d'être moins visible qu'un Vauquelin, qu'un Christophe Laporte. Je pense que le choix de Christophe Laporte, c'est que Thomas Vauquelin a été rassuré aussi par l'étape des chemins blancs. Ça a joué, forcément. Ouais, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Forcément, il y a des déçus. Bon, voilà, Cosnefroy est déçu. Ça ne veut pas dire qu'il sera peut-être pas au championnat du monde aussi, hein, Cosnefroy. Mais là, oui, bah, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Kevin Vauquelin, on verra ce que ça fera. Mais pour moi, c'est la meilleure sélection. Voilà, pour moi, c'est la meilleure sélection. Bon, encore une fois, par rapport au résultat du moment et par rapport à la capacité de performer sur un parcours de ce type-là. En passant, Roglic ne fera pas également les Jeux Olympiques. Comme Carapaz, les deux champions en titre ne défendront pas leur chance. On a choisi Pogačar, voilà, du côté de la Slovénie, pour le contre-la-montre. Donc ça va être intéressant de voir le match sur ce contre-la-montre entre les meilleurs au départ. Allez, on commence tout de suite avec cette première semaine. Mon avis sur cette première semaine de Tour de France. Le départ en Italie a vraiment été fantastique, de par déjà la ferveur du public, ce qui est absolument pas assuré. Moi, j'avais des doutes là-dessus, sur le fait que les Italiens viennent en nombre sur un grand départ de Tour de France, parce qu'il y a la concurrence avec le Giro. La France en ce moment et les relations entre la France et l'Italie sont pas forcément au beau fixe aussi. Donc c'est vrai que je me disais, est-ce qu'on va avoir véritablement beaucoup de gens sur le bord de la route? À Bologne, c'était blindé sur l'étape numéro 2. À Florence, c'était plein de monde également. Et puis, on a eu du spectacle, quoi. La victoire de Romain Bardet, oui, elle m'a fait frissonner, hein. Ça m'a donné vraiment un sourire énorme, cette victoire de Romain Bardet, parce que voilà, le mec annonce quelques jours avant qu'il prend sa retraite, c'est son dernier Tour de France, et puis le fait de partager ça avec un équipier, le format de course, on s'y attendait absolument pas, et qu'il résiste comme ça avec un peloton qui lui a jamais donné plus d'une minute, enfin, c'est juste assez exceptionnel. Le lendemain, Kevin Vauquelin, qui saisit complètement sa chance, ne rate pas l'opportunité, court en patron, ça c'est super. Et puis après derrière, j'ai envie de dire qu'on est rentré un peu plus dans un ventre mou, je trouve. Moi j'ai pas pris 30... Bon, je vous l'ai dit, moi j'ai pas pris de plaisir à regarder l'étape de montagne, par exemple. J'ai pas pris un plaisir énorme à regarder cette étape-là. J'ai pas pris forcément beaucoup de plaisir sur les étapes de sprint. Pas à cause du sprint en lui-même, mais c'est vrai que le problème c'est qu'on a quasiment pas de coureurs échappés. Ça c'est un petit peu dommageable. Bon, le contre-la-montre, au final on a un résultat qui était quand même attendu, même si c'était un contre-la-montre qui était intéressant, mais je trouve que c'est vrai que après le départ qui a été canon, il faut dire qu'on a eu un départ canon. C'est vrai qu'ensuite on est un peu redescendu en pression, ça c'est un petit peu dommageable sur cette deuxième semaine, enfin sur cette deuxième partie de première semaine, mais c'est remonté très fort. Bon, déjà le contre-la-montre était pas mauvais, et puis aussi l'étape des chemins blancs qui a été extrêmement spectaculaire, et beaucoup de choses qui se sont passées sur cette étape. Donc je dirais bon début, bonne fin, dommage on va dire le milieu de cette première semaine. C'est pas catastrophique non plus, mais voilà, on aurait pu... Il m'en manquait quelque chose, voilà, dans ce passage-là. Mais sinon, c'est un parcours qui est quand même plutôt bien construit de la part de Christian Prudhomme. J'ai souvent été assez sévère avec les parcours du Tour de France. C'est vrai que le départ en Italie était une bonne idée, parce que ça a apporté quelque chose au parcours qu'on ne pouvait pas avoir si on partait de Bretagne ou si on partait de Lille. Et que voilà, ces deux premières étapes, c'est aussi parce qu'on a su utiliser parfaitement la topographie du terrain et qu'on ne s'est pas retrouvé à avoir un départ à l'étranger où certes il y a du monde sur le bord des routes, mais pour la course qui a très peu d'intérêt.
Là, ça a eu de l'intérêt pour la course. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner sur cette deuxième semaine. À partir de demain, départ d'Orléans. Et ça nous emmènera dans les Pyrénées. Ah oui, cette deuxième semaine déjà, avec les deux dernières étapes, un week-end pyrénéen qui va être très costaud. Bon, euh, premier point à aborder, c'était la semaine des petites équipes. C'est la semaine des résultats inattendus et des petites équipes. Pourquoi des résultats inattendus? Parce que euh, qui aurait parié sur un maillot jaune de Romain Bardet? Qui aurait parié sur une victoire d'étape de Marc Cavendish? Qui aurait parié même sur une victoire d'étape de Binyam Girmay, voire même un doublé? Même Renaud Wegen faisait peut-être pas forcément partie des surfavoris, des archi-favoris au départ des sprints. Qui pensait que Total Energy aurait une victoire en fin de première semaine? Ça a été une première semaine vraiment surprenante. Surprenante. Et c'est vraiment la semaine des petites équipes, parce que quand tu regardes, bah, on a à peu près les 5 plus petits budgets qui ont fait de spectacle. Parce que j'ai pas parlé, mais vous avez également Abrahamson du côté de la Uno X qui mériterait pour moi le dossard, enfin on va dire d'être le meilleur combatif de cette première semaine. Parce que pour moi, il a été omniprésent sur cette première semaine, présent sur les deux premières étapes, ensuite pas mal de fois en échappée. Pour moi, ça mériterait du côté d'Abrahamson d'être parmi le meilleur, enfin le combatif de la semaine. Mais c'est vrai que du côté des petites équipes, bah, ça a été la Bérésina. Enfin, pas la Bérésina, ça a plutôt été l'inverse. Ça a été plutôt la Baraka du côté des petites formations. Parce que Intermarché qui gagne 2 étapes, Arkea qui en gagne une, Cavendish qui gagne une étape pour Astana, Total qui gagne une étape, plus DSM. Enfin, c'est quand même assez formidable. Et c'est vrai que c'est presque la rébellion des petites équipes. Je parle depuis le début de l'année qu'on a un peu un cyclisme à 2 ou 3 vitesses et qu'il faudrait faire des budgets capés. Bon, bah là, ils m'ont contredit cette semaine. Ils m'ont vraiment contredit au niveau des résultats des victoires d'étape. Mais c'est vrai qu'on a eu des résultats surprenants. Moi, je pense même à Binyam Girmay parce que par rapport à la saison, première partie de saison qu'il a effectuée, Binyam Girmay, enfin, pour moi, je m'attendais pas à ce qu'il gagne 2 étapes. Je m'attendais pas à ce qu'il ait quasiment 100 points d'avance du côté du maillot vert. Enfin voilà, il a quand même réussi des résultats qui étaient vraiment très très forts. Et ça fait du bien parce que c'est des équipes souvent où il y a encore un esprit familial dans ces structures-là. Et ça permet aussi de faire comprendre peut-être à d'autres grosses structures que tu as beau avoir des moyens surdimensionnés, si à un moment tu n'as pas d'esprit d'équipe, de collectif, de stratégie de qualité, tu ne peux pas avoir des résultats non plus de fou. Ça c'est pour la Bahreïn par exemple. La Bahreïn, c'est quand même une équipe qui a un gros budget et pourtant qui n'a jamais eu de grands résultats quasiment cette formation. Bah, parce que souvent ils ont mal couru, souvent ils font des erreurs et ils ont acheté des coureurs beaucoup trop chers par rapport au prix qu'ils valaient réellement. Je pense aussi à Israël, un petit peu dans la même situation. Et là, on voit que bah, Intermarché, ils font du travail intéressant depuis de nombreuses saisons. Alors même si l'année 2023 était assez surprenante, mais voilà, c'est quand même des équipes qui bossent, qui travaillent, qui essayent voilà, de recruter, qui essayent de former des bons jeunes coureurs aussi. Je pense à Hugo Page, par exemple, et Kirmay. Ils ont aussi en partie recruté et ils ont senti le bon filon. DSM, bien entendu, avec les jeunes, parce que Frank Vandenbroek, c'est un produit de la filière. DSM, comme Oscar Only, par exemple, du côté de sa structure. Arkea, Kevin Vauquelin, bah, c'est un pur produit breton. Et c'est un pur produit Arkea aussi. Donc il faut le souligner quand les équipes prennent des risques. Bon, Anthony Turgis, on est sur un coureur qui est plus âgé, mais c'est un coureur qui porte sur ses épaules la Total Energy, qui a porté sur ses épaules la Total Energy. Ça fait du bien de voir qui le gagne. Donc c'est une première semaine intéressante parce qu'il y a des surprises. On a eu des rebondissements et des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas. On passe au bilan des Bleus de cette première semaine. Il y a du bon et du moins bon. Il y a du très bon, c'est les victoires d'étape.
On ne s'attendait pas à avoir 3 victoires d'étape, hein. Avant le départ de ce Tour de France, c'est vrai que moi j'étais plutôt pessimiste sur ce que les Français seraient en capacité de faire sur ce Tour de France. C'est vrai que la première étape commençait mal, on va dire au départ, avec Gaudu qui se fait lâcher, Lenny Martinez qui est complètement lâché. Et là tu te dis, hop là, les 3 semaines vont peut-être être longues. Heureusement, il y a Romain Bardet qui prend le maillot jaune, qui gagne une victoire d'étape. Ça permet de rappeler qu'il n'y a pas que le général dans la vie, déjà pour profiter d'un grand tour. Parce moi je vois beaucoup de gens qui aiment pour le moment son Tour de France sans forcément que se concentrer sur le classement général. Je dis toujours, mais dans une course comme le Tour de France, vous avez les classements annexes qui peuvent être tout aussi intéressants. La bagarre également pour les victoires d'étape qui peuvent être tout aussi intéressantes également. Et ça, c'est ce qu'on voit sur ce Tour de France. C'est sûr que les Français sont en rendez-vous. Depuis le début de saison, j'ai même envie de dire, les Français sont au rendez-vous, pas pour le classement en général, mais pour les victoires d'étape, hein. Parce que sur le Tour du Pays Basque, on a vu également du beau monde. Et depuis le début de saison, ouais, sur les épreuves World Tour, on est présent. Sur les classiques ardennaises, je trouve qu'on était vraiment pas mal. Et on voit qu'on est présent. Le problème, c'est le général des courses par étapes. Mais sinon, on est présent depuis le début d'année. Et ça, c'est très performant. Est-ce que ça veut dire que tout a marché du côté des Français? Non. Et du côté des équipes françaises, non. Mais des Français, non. Parce que du côté du classement général, c'est sûr que Guillaume Martin est 23e. Il faut remonter à Stéphane Goubert pour avoir un Français qui était aussi loin du côté des générales. Donc on voit qu'on n'a vraiment pas la carte pour remplacer Bernard Hinault et je pense qu'on va le ressortir du formol au mois de juillet encore pendant quelques temps. Parce que je suis pas sûr que Lenny Martinez... pour le moment, Lenny Martinez, c'est encore trop tendre. Alors il faut attendre encore un petit peu du côté de Lenny Martinez, qui je pense était une mauvaise idée de l'emmener sur ce Tour de France, parce que ça risque quand même de le cramer. C'est vrai que pour le général, Gaudu n'est pas dans le coup, Lenny Martinez non plus. Guillaume Martin, on sait que ça sera entre 8 et 10, mais mieux que 8, ça semble quand même compliqué. Romain Bardet ne joue pas le général aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas les parés-peintres, par exemple, qui auraient peut-être pu tenter quelque chose. Non, chez Decathlon, on a choisi Félix Gall. C'est vrai que du côté des Français, c'est pas exceptionnel dans ce domaine-là. C'est pas exceptionnel aussi du côté des sprints. Pour le moment, on galère du côté des sprints, que ce soit Arnaud Démare, que ce soit Brian Cocard. C'est difficile pour ces deux coureurs-là qui sont pas au point, qui ont des trains qui ne marchent pas pour le moment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir régler parce qu'on n'arrive pas à avoir le bon timing pour ces deux coureurs-là. Donc, certes, on a des victoires d'étape, mais il ne faut pas négliger également le fait que sur les sprints et sur le classement général, pour l'instant, on est un peu nulle part, il faut bien le dire. Le bilan de cette première semaine qui se poursuit, parmi les constats, on a un trio pour le classement général. On a bien compris que désormais, ça serait une bagarre à 3. J'exclus Roglic parce que Roglic ne gagnera pas ce Tour de France. Il est, je pense, trop limité pour le moment en montagne. Son équipe en plus a perdu Vlasov. Fracture de la cheville Vlasov quand même. On se dit quand même que l'idée de le faire remonter sur un vélo, c'était pas l'idée du siècle. Alors, c'est pas le seul, je rappelle Philippe Gilbert notamment qui avait roulé avec c'était un péroné. C'était un péroné fracturé. Mais ça montre que le choc a été très violent. Parce que si la cheville a pris, je pense que la tête aussi a dû prendre. C'était pas l'idée du siècle de le remettre sur un vélo. Mais donc c'est aussi... l'équipe est moins forte que UAE, est moins forte que l'équipe Ineos, que d'autres formations. Et pour moi, on voit bien qu'il y a quand même un trio de tête qui se dégage. Du côté du classement général, on voit bien que Rodriguez et Egan Bernal ne sont pas en mesure de suivre. On voit bien que Roglic également, quand ça a accéléré, était en difficulté.
pour le moment, le trio, c'est Remco Evenepoel, Vingegaard, Pogačar. Est-ce qu'en deuxième semaine, Remco ne va pas tenir ou Vingegaard va lâcher? Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais pour le moment, on a un trio qui se détache du côté du classement général. Celui qui a fait la meilleure impression jusqu'à maintenant, c'est Pogačar. Parce que dans l'étape de montagne, c'est lui qui a les clés du rythme, c'est lui qui fait les écarts. Parce que sur l'étape des chemins blancs, il a mis quand même Remco Evenepoel un peu en difficulté, Vingegaard aussi, parce qu'à un moment on voit que Vingegaard se prend 4-5 mètres et qu'il a un peu du mal à revenir, quand il y a Jorgensen qui est le seul à suivre Pogačar. Et sur le contre-la-montre, il échoue pour pas grand-chose par rapport à Remco Evenepoel. Sur ce chrono avec une bosse au milieu. Donc on s'aperçoit que pour le moment c'est le trio avec pour le moment Pogačar qui semble fort, mais toujours c'est le problème, c'est cette troisième semaine. Le problème aussi au niveau des conditions climatiques, c'est vrai que jusqu'à maintenant il ne fait pas un temps caniculaire, mais si ça devait changer, est-ce que ça serait un problème pour Tadej Pogačar avec en plus sa fatigue? L'autre incertitude c'est Remco Evenepoel, l'altitude, bon il a l'air de l'avoir bien géré du côté du Galibier, mais il était encore frais. Est-ce qu'avec la fatigue, ça va pas devenir un problème? Le problème des descentes aussi du côté de Remco Evenepoel, surtout dans les derniers jours de course qui vont être quand même sacrément casse-gueule, je pense notamment à l'étape numéro 20. Et puis, le problème de Vingegaard, c'est que certes, on me dit depuis le début, il est frais, vous allez voir en troisième semaine, il va réussir à faire la différence par rapport aux autres. Sauf que l'année dernière, je disais la même chose de Pogačar, j'y croyais. Et à la fin, Pogačar, tu vois qu'en troisième semaine, il craque parce que la fatigue accumulée pour être au niveau à l'entraînement fait qu'au bout d'un moment, ça se paye. Et ça se paye en troisième semaine. Le problème en plus, c'est que du côté de Vingegaard, la troisième semaine est incroyablement dense cette année. C'est-à-dire qu'à partir de samedi prochain, on doit avoir 2 jours de plat. Et encore, dans tes 2 jours de plat, il y a une étape où il doit y avoir quand même 2000 mètres de dénivelé positif, un truc comme ça. Donc il va y avoir de la fatigue accumulée et voilà, en troisième semaine, ça peut vraiment exploser. Mais je pense pas que Roglic arrive à en profiter. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ça va jouer entre ces trois-là. Pour moi, Roglic est derrière. Et pour moi, Rodriguez, pour le moment, est derrière. Moi, je vois bien Roglic 4, Rodriguez 5, par exemple, pour le moment, du côté du classement de cette course. Mais après, ça peut changer en deuxième semaine. Mais encore une fois, là, c'est un peu l'impression que j'ai pour le moment du côté de ce Tour de France. Du côté des sprints, par contre, c'est beaucoup moins évident. Certes, Guilherme est fort. L'équipe maintenant travaille pour Guilherme et puis à la fois pour Guilherme et pour Tyson. Mais on a quand même 3 vainqueurs différents en 4 sprints. On a eu Guilherme, Groenewegen, Cavendish. Il y a encore des coureurs qui n'ont pas gagné, je pense à Philipsen, qui va être revanchard, notamment. Mais on sent que du côté des sprinters, il n'y a pas un mec qui domine, il n'y a pas 2 mecs qui sont au-dessus du haut. C'est-à-dire que contrairement au Tour d'Italie, où on voyait bien que Milan Merlier était quand même très fort, il y avait Olaf Koy, mais Olaf Koy a abandonné assez vite, mais c'est vrai que c'était, on va dire à la fin de ce Tour d'Italie, ça a été Merlier en Milan qui était quand même très fort et qui pouvait parfois faire des petites erreurs, c'était pas un problème. Là on voit que tout le monde est extrêmement proche. C'est vrai qu'entre Guilherme, Groenewegen, Cavendish, Philipsen, même Ackermann, même Arnaud Delis par exemple, ou Jacobsen quand c'est tout plat, c'est très proche au final dans les sprints. Il faut vraiment avoir les bons mouvements au bon moment, faire les bonnes actions au bon moment, et ça pour le moment Guilherme y arrive, mais est-ce que ça sera encore le cas avec un petit peu de fatigue? Est-ce que les autres vont pas non plus commencer à trouver l'ouverture? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais c'est vrai que cette année pour les sprints, ça me rappelle il y a 2 ans. Ouais, c'était l'année dernière, on a vu énormément de vainqueurs différents, notamment sur l'UAE Tour. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus, où il y avait eu aussi beaucoup de sprints et peu de vainqueurs qui sortaient du lot.
Bien là, pour le moment, du côté des sprints, c'est quand même extrêmement proche, quoi. Ça joue quand même souvent à des détails, à du placement, mais pas forcément sur les jambes. Pour le moment, il n'y a pas un mec qui est largement au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des sprints spectaculaires, même si ça peut parfois provoquer des chutes. On regarde les déceptions pour finir de cette première semaine. Pour moi, la première déception, c'est Yates. Yates, c'est Simon Yates. Je m'attendais à mieux, en fait, de Simon Yates. L'année dernière, il fait quand même un bon Tour de France. Il finit dans le top 10. Il n'y a pas un jour où il est en grande difficulté. Il est hyper régulier tous les soirs. Il arrive vraiment à faire un job parfait. Et c'est vrai que là, pour le moment, du côté de Simon Yates, pour l'instant, il est transparent. Sur l'étape de montagne, il n'y a que Carapace qui perd plus de temps que lui. Sur l'étape des chemins blancs, ça a été une hécatombe pour lui. Il perd 9 minutes, il n'est absolument pas dans le coup sur cette étape-là. Et il est hyper discret. Et les seules fois où on l'a vu, c'était plutôt à l'arrière du peloton des favoris. Ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle du côté de Simon Yates. Et puis surtout, là, il est au moins 11 minutes, 12 minutes au général. Donc, de toute manière, pour le classement général, c'est mort. Maintenant, il va falloir prendre des échappées pour Simon Yates, mais est-ce qu'il est en grande condition physique? Ça, c'est la grande question, parce que depuis le début de saison, au final, il a remporté qu'une course par étape qui était le Alula Tour. Il l'a remporté le dernier jour. Il n'était pas si aérien que ça, je me souviens, sur cette étape-là. Yates, pour le moment, c'est un peu une déception. Forcément, Gaudu. C'est une déception. Mais là aussi, on pouvait s'y attendre. Hein. J'avais dit, au moment du Dauphiné, j'étais absolument pas sûr de la situation de David Gaudu, de la situation au niveau physique de David Gaudu. Au championnat de France, il m'avait pas impressionné. Enfin, il se tape la Covid, donc il peut pas participer aux courses. Forcément, les premiers jours ont été extrêmement difficiles pour David Gaudu. Mais je pense quand même qu'au niveau de la forme, la préparation de ce Tour de France est encore loin, elle n'a pas du tout été optimale pour David Gaudu, parce que je pense qu'il a chopé la Covid aussi, parce que l'organisme était fatigué, peut-être d'une préparation qui n'était pas optimale. On a voulu accélérer le rythme pour essayer d'avoir la forme vraiment au moment du Tour de France, et ça a fatigué le corps et que ça n'a pas été bon. Et c'est vrai que David Gaudu, c'est aussi ma deuxième déception du côté du classement général, parce que je m'attendais à mieux du coureur français. Et que là, je le trouve quand même, il n'est plus dans le coup du tout. Il va falloir prendre des échappées. Mais bon, à la fin, ça ne sera quand même pas un tour réussi. L'objectif était quand même d'être dans le top 5, je pense, pour David Gaudu, au départ du Tour de France. Et que là, on sera loin du compte. Et puis je termine avec Enric Mas du côté des déceptions pour le général. C'est vrai que je m'attendais un peu mieux d'Enric Mas, le coureur de la Movistar. Après, on a compris quand même, moi j'ai compris assez vite qu'on misait pas trop dessus. C'est que dès la première étape, on a des coureurs de la Movistar qui partent en échappée. Et ça veut dire que quand on met quand même des coureurs dans l'échappée, c'est qu'on n'est pas sûr de son leader. C'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu de la capacité de son leader d'être performant sur 3 semaines de course. Bon, c'est vrai que c'est quand même mieux que l'année dernière, parce que c'est un petit peu comme Carapaz l'année dernière. Les deux étaient quand même à la maison à ce moment-là. Et ils étaient en train de se soigner. Mais pour moi, on a vu parfois du meilleur Enric Mas que ça. Donc je trouve pas le coureur espagnol exceptionnel. On passe aux déceptions du côté des sprints. Pour finir cette vidéo, Philipsen forcément, parce que on s'attendait pas à ce qu'au bout de 4 sprints, il n'y ait aucune victoire du côté de Philipsen. Il y a eu en plus un déclassement aussi. Il est loin, il est quand même à 100 points de Guermeil. Donc s'il va aller chercher le maillot vert, maintenant il va falloir quand même cravacher et puis espérer que Guermeil ait des soucis. Il ne reste pas tant de sprints que ça. On est potentiellement un demain. Donc plus 2, ça ferait 3 en deuxième semaine. Plus 2, 5. Donc il reste, je pense, 5 opportunités pour les sprinteurs. Ça va pas être évident pour Philipsen d'aller chercher le maillot vert. Mais surtout, à chaque fois, on a eu le sentiment qu'il n'était pas au-dessus du lot au niveau des jambes. J'ai pas l'impression d'avoir du grand Philipsen pour le moment sur les sprints.
Et comme il n'est pas au-dessus du lot, son train n'est pas au-dessus du lot aussi. Parce que on a vu parfois d'autres équipes, on a vu parfois d'autres sprinteurs être presque mieux entourés que Philipsen. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un problème pour le coureur belge. Donc il va falloir essayer d'aller chercher maintenant la victoire d'étape. Ça sera son grand objectif parce que le maillot vert, ça risque d'être compliqué. Coquard, ouais, j'étais confiant après sa victoire sur le Tour de Suisse. Il n'y a pas le timing au niveau du sprint est catastrophique et surtout il trouve pas l'ouverture. Il est mal entouré, je trouve. Zinglé, Renard font pas, je pense, suffisamment bien leur job pour Coquard. Lors de l'étape de Colombey, les deux églises, ils sont trop en avance et Coquard en plus n'a pas l'intelligence dans la bosse de se remettre dans les roues des adversaires. Donc, ce qui fait qu'il sert vraiment de poisson pilote à Guermeil. Ouais, pour le moment, c'est compliqué. On sent du côté de Brian Coquard, on a senti quand même samedi soir, quand je l'ai vu en interview, le moral était vraiment affecté. Et puis quand on entend Cédric Vasseur dire on va peut-être changer notre fusil d'épaule et miser sur Zinglé, c'est qu'on sent que dans l'équipe, c'est pas la grosse fête, c'est pas la bamboche de ce côté-là. Donc Coquard, difficile. Sam Bennett, pareil, un train, notamment Nason, qui ne court pas à la perfection. Ça, c'est clair et net. Du côté de Sam Bennett, du côté de l'Irlandais. Au final, il a quasiment pas pu faire de sprint aussi. C'est-à-dire que soit il y a Pedersen qui tombe, ça a été un petit peu l'horreur du côté de Sam Bennett. Donc c'est vrai que ça, c'est difficile à vivre. Je pense pour l'Irlandais et toute la confiance qu'il avait accumulée sur les 4 jours de Dunkerque, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Et puis surtout, le train pour le moment n'est pas du tout en place. Là aussi, du côté du coureur irlandais. Donc c'est compliqué de s'exprimer dans ce genre de situation. Et puis, dernière déception, c'est Pedersen qui est tombé, qui a abandonné ce Tour de France. Mais même les premiers sprints n'étaient pas exceptionnels du côté de Pedersen. Et c'est dommage parce que face à un Milan qui a fait quand même un super Tour d'Italie, autant cette année Milan ne pouvait pas faire le Tour de France à cause de la préparation pour la piste, mais l'année prochaine, l'Italien pourra faire le Tour de France. Et c'est vrai que dans la hiérarchie des sprinteurs, le fait que Pedersen se soit raté sur ce Tour de France, ça va peut-être jouer contre le coureur danois. Je retiens aussi son sprint à Turin qui n'est pas exceptionnel. Là aussi, il y a un problème de sens du timing où il est obligé de lancer, il lance très tôt et beaucoup trop tôt. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour le moment pour Pedersen. Ça a été compliqué ce Tour de France pour Pedersen qui n'a pas pu s'exprimer également du côté du coureur danois. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain 7h. Étape du côté de Saint-Amand-Montrond. Grosse partie patrimoine du côté de l'étape de demain. Vous allez voir, j'ai fait peut-être légèrement long. Eh bien, nous, on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao! Pour finir cette vidéo de bilan, je voulais vous montrer ce différents tableaux pour conclure, qui vont permettre également de voir quelle équipe s'en est très très bien sortie dans cette première semaine de tour, et même les coureurs qui s'en sont bien sortis avec des données parfois différentes que seulement les résultats du classement général. On commence avec les primes par équipe. Quelle équipe a gagné le plus de primes sur cette première semaine de Tour de France? Eh bien, c'est Intermarché Vanti, avec quasiment 5 000 € de plus que la UAE, 4 500 € d'écart. Et surtout, contrairement à l'année dernière, c'est beaucoup plus équilibré sur les primes. L'année dernière, on avait vraiment deux équipes qui avaient dominé en première semaine. C'était UAE et Visma. Et on avait des équipes qui étaient quasiment à zéro. Je crois que même il y avait une équipe à zéro. Là, c'est totalement différent. Donc Intermarché, 43 000 €. Vous avez donc, grâce aux deux victoires de Biniam Girmay, UAE juste derrière. La DSM, notamment Romain Bardet. C'est vrai que le doublé avec Frank Vandenbroek a été pas mal. Il y a eu aussi une 6e place, je crois, de Fabio Jakobsen. La Uno X, parce que vous avez Jonas Abrahamsson qui prend beaucoup de sprints intermédiaires, beaucoup de points au classement de la montagne. La Soudal Quick-Step avec Remco Evenepoel, victoire sur le contre-la-montre, notamment de la part de Remco.
La Movistar derrière, Total Energy, la victoire d'Anthony Turgis, ce qui fait qu'il se retrouve quand même à 20 350 euros. Faut quand même dire que la Total Energy, Turgis, en plus de remporter le sprint à l'arrivée, avait remporté le sprint intermédiaire, ce qui, je crois, n'était pas arrivé depuis 2 ans sur le tour, enfin sur un grand tour, de réussir cette performance seule-là. Alpecin de Koninck, bah oui, presque une déception. Au final, pas de victoire pour Philipsen, donc pas beaucoup de sous, enfin pas beaucoup de sous, moins de sous récupérés. Arkea, Vauquelin a fait du bien avec sa victoire. Astana, pareil avec Cavendish. Vous avez ensuite la Lidl Trek, la Jayco Alula, la Lotto Destiny avec Arnaud Delis, Groupama à 11 000. Heureusement, Madouas a pris des points au classement de la montagne. Et parmi les dernières équipes, bah, vous avez la Visma Leasebike, seulement à 8 300 euros. La Cofidis, EF, Borans Grohe aussi, qui est assez loin. Et puis la Bahreïn Victorious. Et enfin, très largement, la Decathlon AG2R, beaucoup trop discrète en ce début de Tour de France. La Decathlon AG2R, seulement 2 390 euros de prix, divisé par 8, ça fait pas une grande somme par coureur. On va pas se mentir. Du côté du nombre de points UCI remportés sur cette première semaine, et bien là c'est la UAE qui est devant avec 855 points, notamment 175 points de maillot, c'est-à-dire seulement le fait de porter le maillot jaune, parce que je rappelle qu'ils ont le maillot depuis l'étape 4 du côté de cette formation, et qu'ils l'ont porté sur l'étape numéro 2 également. Intermarché est deuxième grâce à ces 2 victoires d'étape, ce qui fait 735 points, plus une 8e et une 9e place pour Guermeil et Tyson. La Movistar troisième, voilà, assez surprenant, mais la Movistar à 565 points, devant la Lotto Destiny à 530. Vous avez ensuite la Soudal Quickstep à 525, la DSM à 500 points. Vous avez les 25 points de Romain Bardet plus la victoire d'étape, ça fait des points. Arkea à 445, Alpecin 420, la Visma qui est assez loin au niveau du classement argent est quand même un petit peu mieux avec 405 points, 9e. Et puis Uno X, quand même 340 points de marqué. La Total Energy, on a à 330 grâce à la victoire d'Anthony Turgis. Et parmi les dernières formations, eh bien, vous avez Ineos, par exemple, qui n'a marqué que 270 points. Vous avez la Bahreïn Victorious, la Red Bull Borans Grohe, donc discrète depuis le début. Et puis 3 équipes françaises, la Groupama à 150 points seulement, Cofidis 100 points, et puis la Decathlon, 65 points seulement de marqués. Et puis désormais, les coureurs qui ont récolté le plus d'argent sur cette première semaine à titre individuel, eh bien, le plus de primes, eh bien, vous avez Binyam Guermeil qui a remporté quand même 34 800 euros, donc sur les 44 000 de son équipe, je crois, 43 000, vous voyez, c'est quand même une grande part. Tadej Pogacar en 2 avec 28 000 euros, 21 440 pour Remco Evenepoel, Jonas Abrahamsson est 4e avec 20 000 euros, 14 000 pour Anthony Turgis, donc c'est plus que Jasper Philipsen. Kevin Vauquelin est juste derrière 7e avec 12 580 euros. Devant Dylan Groenewegen à 12 300, 11 500 pour Romain Bardet, Cavendish à 11 300, 8 000 pour Vandenbroek, Gaviria à 8 800, Pedersen à 8 500, Arnaud Delis à 8 400 et puis Thomas Pidcock à 6 700. Et puis ensuite, on est en dessous des 5 000 euros du côté des coureurs, du côté de l'argent récolté. Donc je trouve que c'était des classements très intéressants. Donc nous on se retrouve demain, comme je vous l'ai dit précédemment, du côté du Tour de France. Allez, ciao ciao sur la Production.